Quand on parle de géopolitique des céréales, on touche à un sujet ancré dans notre quotidien et notre histoire. C'est-à-dire que les céréales, c'est le blé, le maïs, le riz, l'orge, mais aussi des céréales moins connues comme le sorgho et le mil. Donc, elles représentent la moitié des calories consommées dans le monde et elles couvrent la moitié des terres cultivées dans le monde. Donc, c'est énorme. Et leur importance dépasse l'alimentation humaine, c'est-à-dire qu'elles sont essentielles pour l'alimentation animale et elles ont des usages industriels et notamment énergétiques, comme la production de biomasse. Donc les céréales, ça concerne tout le monde, et puisqu'elles concernent tout le monde, elles sont influencées et déterminées par des dynamiques régionales, nationales et globales, d'où l'intérêt ici de l'analyse géopolitique. Donc comme j'ai dit, les céréales, elles sont omniprésentes dans notre alimentation. Donc les céréales, c'est le pain, les pâtes, les pizzas, les sushis ou encore, et même la bière. Donc ce sont des ingrédients de base universels et simples et qui sont intégrés dans les traditions culinaires du monde entier. Donc ces plats sont mondialisés, ils parlent à tout le monde, donc les céréales sont elles-mêmes mondialisées, elles n'ont pas de frontières. Or, leur production est forcément cantonnée à des frontières, puisque les céréales dépendent de conditions pédoclimatiques spécifiques. C'est-à-dire que tous les pays ne peuvent pas produire toutes les céréales, tous les pays ne peuvent pas produire toutes les céréales qu'ils consomment, et rares sont les pays producteurs chanceux qui peuvent exporter leur surplus. Or, ce sont des milliards d'individus aujourd'hui qui mangent des céréales tous les jours et parfois plusieurs fois par jour, et dans un contexte comme aujourd'hui, avec une hausse de la population mondiale et donc une demande en hausse constante. Donc les céréales sont et doivent être au cœur des échanges mondiaux, influençant l'organisation agricole et logistique de ces pays, créant ainsi un réseau à l'échelle mondiale. Donc on voit que les céréales, elles façonnent notre alimentation, mais elles façonnent aussi nos territoires et les rapports entre ces derniers. Et par rapport à cette question de l'accessibilité des céréales, on voit justement que le manque d'accessibilité aux céréales peut être dévastateur. On l'a vu avec la crise de 2007-2008, avec l'explosion des prix des céréales, et notamment par exemple l'explosion des prix du riz, qui a conduit à des émeutes en Afrique, en Asie du Sud ou encore dans les Caraïbes. Et on l'a vu plus récemment avec la guerre en Ukraine et les prix du blé qui ont explosé, et des déstabilisations que ça a provoquées dans la région de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient. Donc cela a montré les jeux d'interdépendance et à quel point ces ressources sont stratégiques pour la stabilité sociale et politique de ces pays qui vont donc chercher à maîtriser leur production pour éviter cette dépendance alimentaire et dans l'idéal vont exercer une influence sur les échanges internationaux. Donc il y a une notion de puissance qui est exercée et qui est rattachée aux céréales et qui est particulièrement intéressant d'étudier à travers l'analyse géopolitique, également dans l'histoire, pour comprendre les jeux de rivalité politique. Donc, en guise de conclusion, je dirais qu'aujourd'hui, avec une population mondiale dépassant tout juste les 8 milliards d'habitants, à cela s'ajoutent les tensions climatiques, politiques et commerciales. Tout ça, ça rend l'analyse géopolitique des céréales pertinente aujourd'hui. Et à cela s'ajoutent plein de sujets. On a les questions de logistique, les attentes en termes de nutrition et de santé, les enjeux de décarbonation, les identités culinaires et même les technologies comme l'intelligence artificielle. Tout ça, ça peut jouer un rôle dans cette géopolitique des céréales, ce qui en fait un sujet complexe avec beaucoup de sujets, mais fondamental pour saisir l'ensemble des enjeux liés à l'agriculture et à l'alimentation à l'échelle globale. Alors le blé a une importance, stratégique dans les relations internationales. Tout d'abord parce qu'en fait, il est pleinement intégré à la mondialisation. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près un quart de la production mondiale de blé est exportée. Et pour donner un exemple précis, en 2021, un peu plus de 500 millions de tonnes de céréales étaient présentes sur les marchés internationaux et le blé à lui seul en représentait plus d'un tiers, donc avec, 198 millions de tonnes. Aujourd'hui, rares sont les pays qui peuvent à la fois produire du blé et en exporter. Or, la demande, elle s'intensifie et elle s'accélère. On imagine que la consommation mondiale de blé devrait dépasser la barre des 900 millions de tonnes d'ici à 2050. Le blé, il a aussi une importance stratégique parce qu'il représente une ressource centrale pour la sécurité alimentaire de nombreuses régions du monde. S Aujourd'hui, le blé occupe à peu près 17 de toutes les terres cultivées de la planète et c'est l'aliment de base de 35 de la population mondiale. Or, les 10 plus importants producteurs représentent à eux seuls plus de 80 de la production mondiale de blé.
Alors parmi ces 10 producteurs, leaders sur le marché du blé, on a notamment la Chine, l'Inde, la Russie, les États-Unis, la France ou encore l'Ukraine. Donc on voit bien que la géopolitique du blé, elle s'exerce dans un monde profondément inégal. On a d'un côté un petit groupe de pays capables d'exporter leur surplus céréalier dans le monde et de l'autre des pays dépendants de leurs importations pour nourrir leur population. Et ces pays sont soumis aux fluctuations des marchés internationaux du blé, donc qui peuvent parfois mettre à mal la stabilité sociale ou politique de régions entières. Enfin, le blé a une importance stratégique car il met en évidence des dynamiques de lutte de pouvoir à différentes échelles. Le blé a pu être utilisé dans l'histoire plus ou moins récente comme un outil de puissance pour des pays capables d'exporter des surplus ou au contraire représenter une fragilité importante pour des pays en situation de dépendance. Donc la dimension stratégique et géopolitique du blé, elle s'est réaffirmée, on va dire, depuis le début des années 2000 au rythme de différentes crises. Et l'enlisement qu'on voit aujourd'hui du conflit Russie-Ukraine, donc qui sont deux exportateurs majeurs de blé, ça a bouleversé les marchés mondiaux du blé. Et dans le contexte d'une demande mondiale en augmentation constante et conjugué à cela les effets présents et à venir des changements climatiques sur sa production, le blé, pourrait devenir demain l'objet de toujours plus de convoitises et de tensions et devenir de plus en plus stratégique dans les relations internationales. Si on parle de politique céréalière européenne, on parle en fait de politique agricole européenne et donc de politique agricole commune. La politique agricole commune, la PAC, a été créée en 1962 avec deux objectifs: assurer le revenu des agriculteurs et permettre aussi une alimentation abordable pour les consommateurs. Depuis sa création, les objectifs ont évolué, avec notamment l'ajout du volet environnemental. La PAC 2023-2027 doit ainsi répondre aux ambitions du Green Deal, donc du Pacte vert européen, notamment au travers des stratégies de la ferme à la fourchette, Farm to Fork, et de la stratégie biodiversité. S'il est tout à fait normal d'intégrer le volet environnemental dans les considérations agricoles et dans la façon de produire aujourd'hui de l'agriculture, on a l'impression, avec l'ajout d'un volet environnemental qui est peut-être trop fort et dont on a peu étudié les conséquences au niveau de la production, on a l'impression qu'on se dirige vers une agriculture européenne plus molle, moins productive. Alors même qu'on nous parle en même temps de souveraineté alimentaire et aussi d'autonomie stratégique. Donc même si les définitions de ces deux sujets, autonomie stratégique et souveraineté alimentaire, sont parfois diverses, il y a bien une notion d'être fort, d'être puissant. On a l'impression, à l'inverse, que les stratégies Farm to Fork et biodiversité ont tendance à rendre plus molle la production agricole en Union européenne. Depuis 1962, on a aussi une évolution sur le format de la PAC. Donc, on avait à l'origine une politique agricole commune, et c'est pour ça que ça s'appelle comme ceci. Mais on a maintenant, à l'intérieur même de cette politique agricole commune, des plans stratégiques nationaux. Donc, c'est-à-dire que chaque État acquiert plus de liberté sur la façon de mettre en place cette politique agricole commune. On a un peu l'impression, en fait, d'une désunion autour du sujet agricole au sein de l'Union européenne, alors même qu'actuellement, dans le monde, il y a des puissances agricoles qui perdurent, des pays qui ont toujours été puissants au niveau agricole et dont on connaît bien les contours, et d'autres pays qui deviennent de plus en plus puissants, ces pays qui ont bien compris que l'enjeu agricole et donc l'enjeu alimentaire était une des questions les plus importantes de notre époque, puisqu'en même temps, en même temps que la population grandit, donc 8 milliards de personnes aujourd'hui, 10 milliards demain, il y a aussi en toile de fond un changement climatique qui rend plus difficile la production alimentaire dans certaines parties du monde. Donc l'Union européenne devrait être la bonne échelle pour parler d'agriculture pour les pays qui en sont membres, puisque, par exemple, quand on parle d'Union européenne et d'agriculture, au niveau du blé, qui est le produit le plus consommé dans le monde par les humains, l'Union européenne est, par exemple, le deuxième producteur et le deuxième exportateur.
Alors que si on regarde au niveau des États, par exemple comme la France, le classement, on se retrouve en fait dans le classement bien plus loin. Donc il semble que l'Union européenne est la bonne échelle en fait pour faire valoir notre production agricole. Et il y a l'idée qu'il faudrait peut-être penser, après avoir pensé à une politique agricole commune, à une politique agricole commune extérieure, qui permettrait en fait à l'Union européenne d'avoir un poids considérable sur la scène internationale au niveau agricole et donc pouvoir rivaliser avec les producteurs actuels qui ont parfois des stratégies assez offensives et face auxquelles il faut nous rivaliser puisque, je vous l'ai dit, la production agricole est un des enjeux les plus forts puisque notre population mondiale continue de grossir et qu'il faut répondre aux besoins alimentaires de chacun.